Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Écoutez, moi ça va super, un petit peu dégoûté quand même. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que ma bête noire c'est les micros, à quel point je suis nulle en technologie. Et là j'avais voulu faire les choses bien. Regardez, j'avais investi dans un micro vraiment très beau, très performant, mais j'arrive pas à l'installer. Je crois qu'en fait mon téléphone il est trop vieux, il a pas, vous savez, l'option OTG. Ne me demandez pas vous expliquer ce que c'est Google qui m'a tout expliqué. Il est trop vieux, donc écoutez, quand je le changerai, je pourrai utiliser ce beau micro qui doit avoir un son incroyable. En attendant, on continue avec le micro-cravate à 20 €. Mais bon, c'est pas grave, puisque l'important aujourd'hui, c'est pas le micro, c'est notre héroïne, Artemisia Gentileschi. Alors, Artemisia, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est une survivante. Artemisia, elle a été confrontée à des épreuves. On va entrer un petit peu plus dans les détails, bien sûr, mais c'est une guerrière. C'est une femme qui en voulait. Et en plus, c'était un des peintres. Et notez que je dis pas une des peintres, je dis bien un des peintres, parce que là on parle vraiment de tous les sexes confondus. Et ça compte. Un des peintres les plus influents de son époque. C'était une des premières femmes peintres, voire même la première, à avoir été considérée par ses pairs comme un égal. Vous voyez ? Et une personnalité brillante, une personnalité forte comme on les aime. Donc écoutez, partons dans l'Italie, mais plus encore dans l'Europe du XVIIe siècle, à la découverte de Artemisia. Bon, c'est pas un hasard si là aujourd'hui on parle d'Artemisia. En fait, il y a une exposition qui lui est consacrée au musée Jacquemart-André. J'ai pris le magazine Dada qui était consacré à cette exposition. Et d'ailleurs, je m'en suis servi en grande partie comme base pour cette vidéo. Mais d'abord, comme d'habitude, un petit cadre. Donc Artemisia, c'est pas un hasard si elle devient peintre, comme beaucoup de femmes peintres. Elle est elle-même la fille d'un peintre. On va essayer d'y aller un petit peu doucement avec le mot peintre, je vous promets, là il y a fait beaucoup de répétitions. Donc Orazio Gentileschi, qui était un ami du Caravage, excusez-moi du peu, le Caravage, c'est ce maître absolu du clair-obscur. Et tout de suite, Orazio, il est bluffé par le talent de sa petite fille. Artemisia, elle se passionne pour le dessin, et donc il va la former, puisque bien sûr à l'époque, les femmes n'avaient pas accès aux cours classiques de peinture, elles n'avaient même pas accès vous savez, au cours d'anatomie, donc forcément c'était un petit peu compliqué. Il va la former et adolescente, elle va même le compléter, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à deux sur certaines toiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la mort d'Artemisia, là ça fait un gros saut dans le temps, mais elle va être un petit peu oubliée et certaines de ses œuvres vont être attribuées à son père, vous voyez. Malheureusement, sa vie heureuse va vraiment prendre une tournure tragique à l'âge de 16 ans. Son père va demander à un de ses amis, Agostino Tazzi, de donner des cours de perspective à Artemisia. Artemisia a 16 ans, Tazzi en a 30. Et un jour où ils étaient dans l'atelier avec une voisine ou servante, Tazzi va congédier la servante en question et va violer Artemisia. Donc nous sommes en 1611. Pendant un an, il va pas y avoir de poursuites. Alors c'est un petit peu flou. Soit disant que Tazzi aurait dit au père d'Artemisia que non, mais c'est bon, qu'il allait épouser sa fille et tout. Sauf que finalement, un an plus tard, le père d'Artemisia va aller porter plainte. Donc on est en mars 1612 pour non pas viol, mais pour défloration forcée. Bah oui, à l'époque, c'était pas tant le viol, la détresse psychologique de la victime qui comptait, que le fait qu'elle avait perdu sa valeur et que l'honneur de la famille et du père avait été bafoué. Après, le père n'était pas forcément hyper clean non plus, puisque il avait la trentaine passée quand il a épousé la mère d'Artemisia qui avait seulement 17 ans, et c'était pas un mariage d'amour, clairement. Mais bon, et là, ça va être horrible pour Artemisia. Donc le procès va durer de mars 1612 à novembre. Et il n'était pas privé, le procès. Il va vraiment, entre guillemets, faire le buzz, il va être assez médiatique. Et devant tous ces juges, tous les hommes, devant le public, elle va devoir encore et encore raconter ce qui lui est arrivé. On a retrouvé les archives du procès, donc on sait pratiquement à la ligne ce qui a été dit. Et donc elle va dire que c'était une agression forcée.
Sauf que Tassi, lui, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis, cette bonne vieille technique? Il va totalement diffamer Artemisia. Il va dire que c'était une fille légère, qu'elle n'était plus vierge quand il l'a agressée. Donc l'histoire de la défloration de force là, ça marche pas. Et Artemisia va même être torturée. On va la soumettre à la question. En fait, on va lui mettre des cordes autour des doigts et on va serrer. D'ailleurs, elle aurait pu perdre ses doigts, ce qui aurait été une catastrophe quand même pour une peintre. Mais elle va pas lâcher. Elle va s'en maintenir à sa version des faits. Mais vous imaginez, là, elle avait quoi? Elle avait entre 17 et 18 ans, mais vous imaginez le traumatisme. En plus, elle se faisait insulter. Tassi va même engager à un moment des faux témoins. Alors les faux témoins, heureusement, à un moment vont se rétracter. Sauf qu'en fait, Tassi, il avait une sale réputation. Ça va popper un moment pendant le procès qu'il avait... pris de force une jeune vierge quelques années auparavant et qu'il avait été forcé de l'épouser en réparation, sauf que la jeune fille en question s'était enfuie avec un autre homme parce que forcément elle voulait pas épouser son violeur. Et en fait Tassi avait dit que il avait envoyé des hommes à ses trousses pour la tuer, pour venger son honneur, sauf qu'en fait pendant le procès il est sorti que Tassi savait très bien où se trouvait le couple de fuyards, mais que l'amant de sa victime lui envoyait régulièrement de l'argent pour que Tassi le laisse tranquille. Et donc en fait, il va avoir cette réputation de mec sans honneur, de cocu qui se faisait payer par l'amant de sa femme. Donc ça, forcément, les jurés, je sais pas s'il y a des jurés, mais au moins les juges vont regarder bizarrement. En plus, il semblerait qu'il ait aussi eu une histoire avec la sœur de la fille qu'il avait agressée. Et vous savez qui l'a balancé? La sœur de Tassi. Genre la sœur de Tassi, d'Agostino, elle détestait son frère. À mon avis, elle devait savoir quel homme c'était, Et elle va les balancer comme ça, son manque d'honneur et sa légèreté au juge. Du coup, sa parole va être discréditée et Tassi va être condamné. Mais ne vous inquiétez pas pour Tassi, il avait des amis très très haut placés, notamment au sein de l'église et au final, il aura quasiment pas de peine en fait. On a assez parlé de ce connard de violeur. Donc, Artemisia, vous vous doutez bien, on sort pas indemne d'un tel procès. En plus, la pauvre, traumatisme supplémentaire, on veut un petit peu cacher le scandale et tout. Donc du coup, on va la marier. Donc c'est un vague ami de son père, et ils partent. Donc le couple part à Florence. Alors c'est pas un mariage d'amour, mais par contre, ce qui est bien, c'est que le nouveau mari d'Artemisia va vraiment voir le potentiel de sa femme. Il va pas être jaloux, il va pas la brimer. Dieu seul sait que c'était pas gagné, Et au contraire, il va encourager son talent. Il va lui dire, ok, mène ton business et tout. Et Artemisia va même pouvoir rejoindre l'académie de Florence. Donc c'est la première femme à pouvoir rejoindre justement cette académie. Et très vite, elle va devenir amie avec l'intelligentsia locale et elle va trouver des prestigieux clients. Elle va notamment travailler pour la puissante famille des Médicis. Elle va notamment taper dans l'œil de Côme de Médicis, en tout bien tout honneur. En fait, Artemisia, c'était une femme brillante. Elle était très audacieuse, mais elle était aussi intelligente. D'ailleurs, elle va même rencontrer Galilée, vous savez, le mathématicien, et ils vont devenir amis, et ils vont échanger pas mal de lettres. Par contre, Artemisia, elle va encore avoir un autre drame. Donc après son viol, après son mariage forcé, elle va se faire abandonner par son mari. Il va partir. Il va la laisser avec sa fille, parce qu'ils avaient eu une fille, Prudencia. D'ailleurs, Artemisia va apprendre la peinture à sa fille, et toute sa maisonnée. Mais c'est pas grave, Artemisia, elle va aller à Naples, et elle va fonder son propre atelier. Parce qu'en fait, sa carrière, ça y est, elle avait décollé. Elle avait des commandes dans toute l'Europe. Même dans les cours princières et tout, on commandait des tableaux à Artemisia. Et c'était une des premières femmes à avoir eu son propre atelier. Elle avait même des apprentis. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'époque à quel point c'était exceptionnel. Et ce que j'aime bien avec Artemisia, en plus de sa personne, c'est ses sujets. Elle met en scène beaucoup de femmes fortes, beaucoup de femmes avec, voyez, des sentiments forts. Alors, malheureusement, on peut pas s'empêcher non plus de voir dans ses œuvres une forme de, de défouloir, parce que c'était une personne qui a sûrement beaucoup de colère en elle. Par exemple, elle adorait peindre Judith. C'était un de ses personnages préférés. Judith, c'était cette veuve juive, donc les Assyriens assiégeaient sa ville, et donc elle est allée voir le général des Assyriens, donc qui s'appelait Holoferne, et Holoferne va avoir un gros coup de cœur pour Judith, et Judith va le décapiter.
Citons également Yael et Sisera, donc c'est un de mes tableaux préférés, même si je vais vous le mettre en grand. En gros, Yael, donc elle était juive, et donc elle va, donc il y avait le général Sisera. Alors je ne sais plus de quel peuple il était. C'était pas les Assyriens. Enfin bref, c'était un peuple qui en voulait aux Juifs. Il avait perdu, donc il avait eu une défaite. Il est allé se réfugier du coup chez Yael, et Yael, l'a assassiné dans son sommeil en utilisant un piquet. Je sais pas, j'ai trouvé ça très original. Et il y en a plein comme ça, des femmes fortes, des femmes bafouées aussi, malheureusement. Elle va par exemple peindre une toile qui représente Lucrèce, une noble romaine qui avait été violée par le fils du roi de Rome, à l'époque où Rome était une monarchie, et qui, frappé de déshonneur, va se suicider. Elle a aussi peint Cléopâtre, enfin... C'est ça, sa spécialité, c'était vraiment les grandes femmes fortes ou au destin tragique, et elle épargnait rien. Par exemple, dans ses toiles de Judith, il y a du sang, il y a du réalisme. Bah oui, forcément, pour elle, c'est un exutoire. Bon, bien sûr, cette vidéo parle d'Artemisia parce qu'il y a eu l'exposition sur elle, mais il y en avait d'autres, des femmes peintres à l'époque, et ce serait bien quand même de parler un petit peu d'elles. Enfin là, on va parler surtout des peintres italiennes. On a par exemple Lavinia Fontana, alors je ne la connaissais pas, d'ailleurs je ne connais aucune des femmes peintres dont je vais parler. Et en fait, elle a marqué les esprits parce qu'en 1613, elle a peint donc une Minerve s'habillant. Ok, vous allez me dire. Mais en fait, c'est la première femme à avoir peint un personnage nu. Jusqu'alors, aucune femme n'avait peint de nu. Il y en a également une autre qui a eu un parcours intéressant, je trouve. C'était Sophonisba Anguissola. Pareil, je la connaissais pas. Je ne savais même pas que le prénom Sophonisba existait. C'est la première fois que j'en entends parler. Et en fait, elle, c'était une aristocrate. Donc d'abord, elle a étudié la peinture comme ça, en loisir, vous voyez. Sauf que son père va tout de suite voir qu'elle avait beaucoup de talent. Et donc, il va l'encourager à devenir peintre professionnel. Ce qui était là encore très très rare à l'époque quand même. Elle est tombée sur un père quand même assez progressiste. Et elle va même rencontrer Michel-Ange, et même lui, pourtant Michel-Ange, soyons honnêtes, il était un petit peu misogyne sur les bords, et ben non, il va l'apprécier et il va l'encourager aussi à devenir peintre. Et en fait, son tableau le plus célèbre est très original, puisqu'il montre une partie d'échecs. Elle représente ses sœurs en train de jouer aux échecs, et déjà, à l'époque, c'était rare, les peintures qui montraient des actes de la vie quotidienne. A fortiori, les échecs, en plus, c'était une activité, mixte, mais c'est vrai que c'était comme souvent des hommes qui y jouaient, et donc c'est vrai que cette peinture a fait beaucoup parler d'elle, et c'est vrai que moi je l'aime bien. Mais bon, même si ces femmes, c'est vrai, avaient beaucoup de talent et ont été de grandes innovatrices pour certaines, elles n'ont pas atteint, vous voyez, le degré de starification d'Artemisia. Artemisia, c'était une star de la peinture à son époque. Après, malheureusement, donc Artemisia va mourir en 1656, et là, elle va tomber dans l'oubli. Même aujourd'hui encore, on ne sait pas trop combien de toiles elle a peint. On en redécouvre d'ailleurs régulièrement, mais pendant très longtemps, en fait, ces toiles ont été attribuées soit à son père, soit à des gens de son atelier, à ses apprentis ou à d'autres artistes de l'époque. Pendant 300 ans, en fait, on n'a vraiment pas parlé d'elle. Il a vraiment fallu attendre les années 70 pour que, avec d'autres artistes comme Frida Kahlo, on la ressorte des cartons. Enfin, je sais pas si Frida Kahlo a vraiment été mise sur des cartons parce qu'elle est née beaucoup plus tard, mais là, elle est devenue un petit peu une icône féministe, notamment pour son parcours, en fait, pour ce qui lui est arrivé quand elle était adolescente. Et même encore aujourd'hui, c'est encore un peu une artiste de niche. Par exemple, en France, je crois qu'il n'y a pas un seul tableau d'Artemisia dans les musées. À vérifier, mais il y a quelques années, c'était encore le cas. Et c'est vrai que, là, avec MeToo et tout ça, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus, mais de prime abord, c'est vrai que quand on parle de femmes peintres, on pense à Rosa Bonheur, à Elisabeth Vigée-Lebrun. On pense pas de prime abord à Artemisia. Et c'est pour ça que je suis très contente que du coup Jacquemart André fasse une exposition dessus. Alors l'exposition en soi, j'ai beaucoup aimé les tableaux. Franchement, j'adore ce style. Moi qui suis une personne un petit peu passionnée et passionnelle, vous voyez, j'aime bien comme ça les tableaux qui montrent des grandes scènes historiques ou de la mythologie avec du sang, avec... moi j'aime bien ça. Donc forcément, j'adore l'art d'Artemisia, j'adore ces héroïnes tragiques. Par contre, c'est vrai que l'exposition en soi, d'un point de vue logistique, alors je pense qu'il y a pas mal de contraintes dans ce musée, mais c'est vrai que...
essayez de pas y aller. Alors j'y suis allée tout au début, donc il y avait peut-être du monde, mais évitez le week-end parce que je pense que ça peut être assez compliqué. Parce qu'en fait, à un moment, vous voyez, les visiteurs se croisent. Ceux qui arrivent et ceux qui ressortent se croisent. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour pouvoir bien voir les œuvres. Alors la deuxième partie de l'expo est un peu mieux agencée. Mais ouais, essayez d'y aller en heure creuse. S'agissant des tarifs, je crois que c'est assez cher, hein, c'est un musée privé. Mais en vrai, des expositions sur Artemisia, c'est pas comme une exposition sur les impressionnistes. Vous voyez, j'ai l'impression que sur les impressionnistes, il y a une expo par an. Artemisia, c'est quand même unique. Et ensuite, pour pouvoir voir ses œuvres, faut aller se balader un petit peu partout en Italie, vous voyez, ou peut-être en Angleterre, il doit y en avoir aussi. Donc, je vous encourage quand même à y aller. Donc, ouais, je vous encourage vraiment à y aller les yeux fermés. Et écoutez, moi, je vous dis à très, très, très bientôt pour découvrir de nouvelles héroïnes. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé. Et j'ai une petite boîte mail, hein, si vous avez des idées de sujets et tout, n'hésitez pas. Et à très bientôt.